Au début des années 1930, l'archéologie est encore une science qui en est à ses balbutiements. La majorité des archéologues sont souvent des chasseurs de trésors ou des érudits qui font ça sur leur temps libre. Et comme on vient tout juste de redécouvrir l'emplacement des géoglyphes de Nazca, il n'y a pas encore une grande émulation autour de ce mystère-là. En 1938, la route panaméricaine est construite et elle traverse le géoglyphe du lézard. Évidemment, à cette époque-là, les ouvriers ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont en train de commettre un sacrilège aux yeux de la civilisation Nazca. Il va falloir attendre le début des années 40 pour que les archéologues commencent à s'intéresser à ces géoglyphes et commencent à chercher le sens de ces lignes que personne ne comprenait. Les chercheurs qui se rendent dans le désert vont d'abord tenter de comprendre comment les géoglyphes ont pu être dessinés. Ils découvrent sur le terrain que ces lignes ne sont pas gravées dans le sol. Ceux qui les ont tracées ont simplement profité de la géologie des lieux. Ce que les archéologues ont commencé à comprendre, c'est que les Nazca avaient en fait gratté les roches brunes et rougeâtres qui recouvraient le sol pour révéler le sable un peu jaune qui était caché en dessous. C'était un processus extrêmement laborieux. Avec le temps, les pierres du désert se sont oxydées et ont acquis cette teinte sombre. En dessous de la roche se trouve du sable très clair. Il suffisait donc aux Nazca de créer un petit chemin de 50 cm de large en repoussant la roche de chaque côté sur à peine quelques centimètres de profondeur pour que la couleur claire du sable se détache et soit facilement visible et identifiable depuis le ciel. Pour tracer les lignes, ils utilisaient des piquets en bois et des cordes. On pense que la civilisation Nazca connaissait très bien les mathématiques et la géométrie. Pour faire ces immenses géoglyphes dans le désert, on suppose qu'ils avaient d'abord un modèle réduit sur lequel ils faisaient un carroyage, c'est-à-dire une série de carrés dans lesquels le motif était découpé. Et quand ils arrivaient sur place dans le désert, ils reproduisaient ce carroyage en tendant des cordes entre plusieurs pieux. Et ils reproduisaient chaque petit carré dans un grand carré en réel dans le désert. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient faire ces immenses géoglyphes en garantissant que le dessin ressemblerait à ce qu'ils avaient imaginé. Mais décrypter les techniques utilisées par les Nazca pour tracer leurs lignes ne répond pas à la question principale. Celle que tout le monde se pose. Que signifie-t-elle ? Et pour quelle raison ce peuple ancien a-t-il passé autant de temps et dépensé autant d'énergie à laisser ses empreintes dans le sol, alors qu'eux-mêmes étaient incapables de les observer depuis le ciel ? L'aspect le plus curieux des lignes de Nazca est que vous avez ces lignes qui sont droites et qui se croisent. Puis, vous avez ces géoglyphes qui parfois les recouvrent. Tout cela avait-il un seul et unique but ? Ou alors, y avait-il un sens spécifique pour les lignes droites et un autre pour les images d'animaux et d'oiseaux ? Il reste encore énormément de choses à découvrir sur ces motifs gigantesques qui ont été tracés par ce peuple ancien sur une période de temps aussi longue. On essaie encore aujourd'hui de comprendre pourquoi ils ont fait tout ça. La première étude d'envergure qui va tenter de répondre à cette question commence en 1939 sous la direction d'un historien américain, Paul Kosok. C'est un historien au départ, mais qui s'est formé pour devenir archéologue. Et son objectif était d'utiliser les nouvelles technologies pour résoudre les questions posées par l'archéologie. À cette époque, l'archéologie aérienne, ce que nous appellerions aujourd'hui la télédétection, n'en était qu'à ses prémices. Et Paul Kosok voulait que les avions aident à résoudre certains de ces mystères. À l'origine, Paul Kosok se rend au Pérou pour étudier les systèmes d'irrigation inventés par les civilisations anciennes. C'est à l'occasion d'un de ses voyages qu'il apprend la présence des lignes de Nazca situées au sud de sa zone d'étude. Intrigué, il décide de mener l'enquête.
Pour expliquer la présence de ces lignes, il s'oriente d'abord vers son domaine de prédilection, la gestion de l'eau. Avec seulement 4 mm de précipitations par an, la vallée de Nazca est l'une des régions les plus arides de la planète. La température moyenne annuelle est de 26 degrés Celsius. L'accès à l'eau douce devait donc être essentiel pour que les Nazca puissent cultiver la terre. Mais cette région éloignée et hostile dispose pourtant d'un avantage de taille. Située entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, toutes les précipitations des montagnes doivent donc traverser la vallée pour rejoindre l'océan. Pour Paul Kosok, la présence des lignes de Nazca sur le trajet de l'eau ne peut pas être une coïncidence. Sa première théorie est que les lignes de Nazca étaient des sortes de petits canaux d'irrigation qui auraient été très importants pour l'agriculture. Peut-être que ces canaux permettaient d'acheminer l'eau depuis les montagnes jusque dans la vallée. Mais quand vous regardez ces lignes de plus près, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de chances qu'elles pouvaient être utilisées pour acheminer de l'eau. Elles sont très peu profondes et elles n'ont pas vraiment été creusées dans le paysage. Paul Kosok va rapidement invalider lui-même sa première théorie. Mais une autre hypothèse va faire son apparition. Et si les lignes de Nazca n'étaient pas en lien avec la terre et l'eau, mais avec le ciel? Cette idée va naître alors que Paul Kosok se trouve à proximité du colibri lors du solstice d'hiver. Ce jour-là, le plus court de l'année, il remarque que lorsque le soleil se lève, il est parfaitement perpendiculaire avec le bec du colibri. Il a regardé la zone où se trouvait le bec et a remarqué à quel point elle était droite et qu'elle pouvait peut-être s'aligner sur les étoiles et qu'il pourrait donc y avoir un lien, non pas avec l'irrigation des cultures sur le sol, mais plutôt avec le ciel et les étoiles ou avec d'autres caractéristiques astronomiques. Il a commencé à creuser cette théorie et à regarder si d'autres dessins que le colibri pouvaient indiquer au Nazca quand lancer les récoltes ou quand planter les nouvelles cultures, un peu comme des instructions pour communiquer avec les étoiles. Paul Kosok passera plusieurs années de sa vie à cartographier les lignes de Nazca pour prouver sa théorie. Après sa dernière mission en 1948, il transmet son projet d'étude à son assistante, une aventurière allemande nommée Maria Reiche. Elle était venue au Pérou pour être tutrice pour les enfants des diplomates de l'ambassade d'Allemagne à l'époque. Elle était très instruite, douée pour comprendre l'astronomie, les mathématiques, et elle parlait plusieurs langues. Mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, elle a dû rester au Pérou. Elle est tombée amoureuse du pays et c'est là qu'elle a rencontré Paul Kosok. Elle a découvert les lignes de Nazca et a étudié l'archéologie. Et finalement, elle a pris le relais. Et elle a continué le travail que Paul Kosok avait initié. Pendant 40 ans, Maria Reiche va poursuivre ses recherches en mesurant et documentant chaque géoglyphe Nazca qu'elle va trouver sur le terrain. Maria Reiche est un personnage absolument exceptionnel. Il faut l'imaginer au milieu du XXe siècle, en train de sillonner le désert toute seule, à pied, avec une échelle sous le bras, à la recherche des géoglyphes disparus. Ils dataient tous de 1500 ans pour la majorité d'entre eux, et il y avait l'érosion et la poussière qui en recouvraient une partie. Il fallait donc beaucoup de patience pour se remettre dans la tête de cette civilisation et essayer de retrouver les traces de ces géoglyphes. Elle montait sur son échelle, elle observait, et quand elle trouvait quelque chose qui pouvait ressembler à un géoglyphe, elle le déblayait pour être certaine qu'il s'agissait bien d'un de ces motifs créés par les Nazca. C'est grâce à elle que les motifs de Nazca vont être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Maria Reiche est devenue vraiment obsédée par les lignes de Nazca. Elle était évidemment douée pour l'archéologie, mais elle a également pu apporter ses connaissances, acquises dans sa jeunesse, en mathématiques et en astronomie. Elle a donc rassemblé toutes ses compétences pour développer la théorie de Paul Kosok, qui était que non seulement ces géoglyphes faisaient partie d'un vaste livre astronomique, mais qu'ils représentaient même des constellations entières, qu'ils étaient en réalité des groupes d'étoiles.
groups of stars.